Bien d'abord, merci pour cette invitation à la première journée francophone de la paire et danse. On va se présenter? On va se présenter. Delphine Lasne, péridante professionnelle, chargée de mission péridance sur le CREPSI, Centre ressources du handicap psychique des Pays de la Loire, et le CREAPS, le Centre support des soins de réhabilitation des Pays de la Loire. Et moi, je suis Sophie Deloffre, je suis responsable de ces deux structures dont vient de vous parler Delphine, et je suis infirmière de profession de base. On nous a demandé une courte présentation sur la péridance en France. Et je commence cette petite discussion par un petit peu d'histoire. Au XVIIIe siècle, l'idée qu'un ancien patient en psychiatrie puisse aider d'autres patients arrive. Jean-Baptiste Pussin, qui travaillait avec le docteur Philippe Pinel à l'hôpital Bicêtre, fut un des premiers à être recruté en tant qu'ancien malade guéri, lui-même ayant d'ailleurs été auparavant hospitalisé pour un mal jugé incurable, la tuberculose, dont il s'était pourtant rétabli. Et puis, dans les années 1930, les groupes de soutien et d'entraide se sont développés avec les associations de malades sur le modèle des alcooliques anonymes. Et on glisse vers les années 1970, qui est une époque assez militante. Des réseaux de santé communautaire gérés par des usagers s'y sont développés, parallèlement aux réseaux de soins dits classiques, défendant les droits des usagers et mettant en avant l'intérêt de l'entraide mutuelle. Il s'agissait pour eux de sortir aussi de la logique de dépendance, voire d'infantilisation qui existait pour les patients. Et puis, dans les années 1980, en France, l'épidémie SIDA remet en cause la relation patient-bénéficiaire et des associations d'autosupport se créent. Dans ce contexte, des associations emploient des patients en tant qu'animateurs de prévention, mais sans nécessairement qu'ils fassent part de leurs propres expériences. La FNAPSI est créée en 1992, conduisant ainsi une représentation directe des usagers en psychiatrie. Et ça, Delphine, ça a été un moment fort pour l'histoire de la psychiatrie et de la santé mentale. Et on glisse après jusqu'au 11 février 2005, qui permet la création des groupes d'entraide mutuelle, notamment avec cette loi. Donc, il y a un grand tournant. Et puis, dans le domaine de la santé mentale, les premières tentatives de promotion de pères aidants salariés émergent avec l'équipe Mars à Marseille en 2007. Donc, c'est vrai que ça commence à remonter un petit peu avec l'intégration de travailleurs pairs, puis une expérimentation avec le programme Un chez soi d'abord, 2011, et puis commence aussi une expérimentation avec le programme des médiateurs santé pairs en 2012. Alors, moi, je vais prendre la suite pour expliquer peut-être un petit peu ce que c'est que ce programme médiateur de santé pair en 2012, qui est pensé comme un programme pilote sur 3 régions en France. Et l'idée, c'est de proposer une formation en cours d'emploi avec la délivrance d'un diplôme universitaire de médiateur de santé pair, qui est proposé par l'Université Paris 8. Et en fait, ce programme, pensé par le centre collaborateur de l'OMS, avait pour visée de vraiment que les médiateurs de santé pair fassent partie intégrante des équipes. Malheureusement, c'était sans compter sur les représentations très ancrées des professionnels, et on va parler d'une révolution intranquille. C'est Jean-Luc Roland et Bérénice Tadel qui produiront un ouvrage sur cette question-là. Sur cette expérience-là, pardon. Mais par contre, ça a été le début d'un grand mouvement de fond en France. Et puis, depuis cette période-là, il y a une sorte de rencontre, d'une aspiration de plus en plus importante des personnes pour faire reconnaître leur savoir expérientiel et le mettre à profit d'autres personnes moins avancées sur leur parcours de rétablissement. Je vous parlais d'une rencontre, c'est aspiration des personnes concernées et volonté politique publique qui commence à émerger.
Alors, après cette première expérimentation, il y a un stop. Lié à tout un contexte mouvant. Mais il y a une diffusion progressive pendant ce temps-là du paradigme du rétablissement auprès des professionnels, et notamment grâce à Tim Grieson et Emmanuel Jouet qui œuvrent pour cette reconnaissance du rétablissement. Et puis, en 2018, on a une première session de licence sciences sanitaires et sociales avec parcours médiateur de santé pair. Suivra tout de suite après, en 2019, le premier DU Père et Danse avec l'Université de Lyon qui est dirigé par le professeur Nicolas Franck. Et puis vont s'enchaîner tout un tas d'autres propositions de formation avec une nouvelle licence, mais licence pro médiateur santé pair à Bordeaux. D'autres DU qui apparaissent, DU Père et Danse, Grenoble, Aix-en-Provence, entre autres. Et puis le tout dernier, auquel on a eu la chance de participer, en tous les cas sur l'élaboration, qui va débuter en janvier 2026, Père et Danse et savoir expérientiel, qui est proposé par l'Université de Rennes sous la direction d'Ève Gardien. Alors, ensuite, ah oui, alors si peut-être rajouter juste avant de passer à la deuxième question, qu'il y a tout un tas d'autres formations qui sont complémentaires, qui sont aujourd'hui disponibles en France pour toute personne qui a un projet de Père et Danse pour développer des savoirs et des compétences en dehors de CDU ou licences spécifiques. La deuxième question qui nous est posée, Delphine, c'est la place actuelle de la Père et Danse dans notre pays, en France, tant dans les pratiques que la reconnaissance institutionnelle. Alors, vous avez compris que depuis une dizaine d'années, les pères aidants commencent à exercer sur notre territoire pour accompagner les personnes dans leur parcours. Et il est de plus en plus pensé que cet apport est vraiment complémentaire avec la pratique des autres professionnels. On est vraiment dans l'idée aujourd'hui que les savoirs expérientiels sont de plus en plus identifiés comme complémentaires aux savoirs académiques. Et puis, on a cette volonté politique renforcée, tout dernièrement, il y a 3 ans, avec une instruction interministérielle qui favorise l'émergence d'interventions pairs professionnelles. Alors, les pairs aidants en France, ils exercent leur activité sous différents statuts. Salariés, dont beaucoup sont encore en CDD, donc en contrat à durée déterminée. Les indépendants, on a des pairs aidants auto-entrepreneurs, ou des libéraux non réglementés, et notamment on va retrouver parmi eux les consultants. Mais nombre de pères aidants en France exercent encore en tant que bénévoles. Les missions et les pratiques, elles varient considérablement sur notre territoire. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Et oui, si, un point sur les rémunérations, elles sont très différentes d'un employeur à l'autre, qu'il s'agisse du public, du privé, de l'associatif, d'un secteur à l'autre, secteur sanitaire, médico-social. Ça dépend aussi de l'expérience antérieure des personnes. Il n'y a pas de grille salariale spécifique. Et malgré un nombre croissant de pères aidants, on a du mal à identifier, à avoir des informations précises sur leur nombre, la répartition dans les différents champs d'exercice sur le territoire français. Et en fonction de tout ça, nous, on a choisi dans les Pays de la Loire de développer à l'échelle de notre région une fonction d'observatoire qui nous permet d'identifier qui sont les pères aidants qui exercent aujourd'hui sur notre territoire, quel est leur cursus antérieur de formation entre autres, sur quelle grille ils sont recrutés, dans quel espace et quelles sont les missions qui leur sont confiées. On arrive à la troisième question, qui sont les enjeux actuelles et les perspectives d'avenir. Donc, on a réfléchi un petit peu avec Delphine et on a identifié 4 grands points, dont le premier. Moi, qui me semble, honnêtement, on ne peut pas faire l'impasse. L'acculturation au rétablissement et notamment au rétablissement personnel. Et je pense aussi au rétablissement personnel au niveau des professionnels qui se saisissent aussi de cette question-là, parce qu'on voit à quel point le personnel aujourd'hui est en crise, la psychiatrie est en crise,
Le rétablissement, ce n'est pas qu'une posture, c'est aussi pouvoir le vivre et l'expérimenter. Les pères aidants sont là aussi pour amener le rétablissement positif, mais on encourage aussi nos soignants à en faire preuve. Ce qui clarifie aussi beaucoup le terme de père aidance, c'est aussi de distinguer les différents types aussi de pères aidants qu'on peut avoir. On a réfléchi, nous, ici, au sein du CREPSI, avec l'aide de la COP, au terme intervenant père, avec les différentes fonctions. Il est important que les usagers, les proches, les professionnels, mais aussi les financeurs connaissent le périmètre d'action de chacun pour pouvoir y avoir recours selon les besoins. C'est vraiment important, cette Ouais. clarification du terme de père aidant, pour qu'il y ait vraiment le moins de confusion possible sur les missions qui sont attendues. Et puis, on a peut-être la question de la reconnaissance professionnelle Aussi. qui est capitale, avec vraiment la nécessité aujourd'hui le cadre d'intervention des pères aidants, parce qu'il y a un métier, c'est un cadre juridique, c'est un statut, c'est un salaire. Et donc tout ça, ça fait vraiment partie des défis qu'il faut relever aujourd'hui. Et puis le dernier point, peut-être parce que le temps passe. Peut-être préciser sur ce côté-là, militant, j'en profite de cette petite micro-intervention pour rappeler à nos pouvoirs publics qu'on a vraiment besoin d'avoir cette reconnaissance métier, qu'aujourd'hui on est une nouvelle profession qui est presque indispensable, mais on compte sur les Qui est politiques. indispensable. Et puis le dernier point qu'on voulait soulever avec vous, c'était la nécessité aussi de proposer des espaces d'intervision et de formation continue pour les pères aidants qui exercent aujourd'hui leur fonction. Parce que le savoir expérientiel, c'est un travail rigoureux d'analyse d'expérience permanent. C'est affiné, ça doit être retravaillé parce que c'est transformé en permanence et c'est avec le regard d'autres pairs que les choses sont aussi possibles. Voilà, ben écoutez, on a un peu dépassé le temps et on s'en excuse. On voulait vous remercier pour votre invitation et on vous dit à bientôt. À tout bientôt.